Ok, bon, ça y est, c'est fini. Exactement, c'est passé super vite quand même, hein. C'est vrai que Plein, c'est passé vite. plein d'attentes, hein, pour ce projet de dingue, hein. Et puis hop là, ça y est, c'est envolé. Comment tu l'as vécu? Ben, super bien en fait. Je pense que ça pouvait pas être mieux que ce qu'on a fait. Je trouve que le format en termes de durée de marche était le bon. Parce que là, on a fait 27 km hier, 27 km aujourd'hui. On a bivouaqué la nuit dernière. Et là, on est au chaud, on a pu se doucher. C'est quand même appréciable. Et si on est au chaud, c'est parce que il y a des gros orages qui arrivent cette nuit. Mais c'est vrai que c'est appréciable et on prend. Euh, Et puis cette- je t'ai pas dit, mais effectivement au démarrage où je t'ai rejoint, là on s'est retrouvé au rond-point et Ouais, qu'on a démarré sur les quais, je trouvais que tu avais un pas assez, assez speed. ouais, Merde. assez speed. Mais je me suis dit, bah, c'est pas grave, hein, je m'adapte. Ouais, ah bah non, c'était Mais, merde. Non. mais, mais c'était très bien, en fait, c'est parce que ça m'a mis dans le truc. Ouais. Et je pense que ça a permis d'équilibrer nos deux journées. Parce que finalement, si on n'avait pas avancé vite hier, alors que hier on avait les jambes plus légères qu'aujourd'hui, Mm. ben finalement ça aurait été probablement dur aujourd'hui. Donc je trouve que c'était très bien. Car après, je voyais que tu avais un pas aussi où tu pouvais suivre sans problème. Eh ben écoute, j'ai Parce réussi que t'as... à suivre. Et Là, puis tu commençais à quand flancher j'ai à la fin. ouais, ouais, quand j'ai ralenti à la fin, tu m'as attendu, donc il n'y avait pas de... Ça, c'est normal. Tu t'es calé à mon rythme, donc il n'y avait pas Bah, de en fait, problème. le truc, c'est que tu vois, typiquement pour certains, Sabrina, je l'ai jamais dépassé. Ou alors très rarement. Et pour Caroline, j'avais commencé à essayer de jamais la dépasser et tout le temps se mettre derrière. Et elle me disait que ça lui mettait la pression. Donc du coup, des fois j'adapte, ça dépend. Non, mais Comment t'as vécu cette première nuit en bivouac? j'ai trouvé que le format, c'était celui que je voulais, de faire du bivouac. Donc le lieu était un peu loufoque. Mais déjà, même avant de parler de la nuit, il y a eu la journée d'hier, hein, qui était moi ma première journée de marche. Et sur ce chemin de Saint-Jacques, qui finalement a du sens, parce que c'est quand même un chemin symbolique de plein de choses. Et l'arrêt qu'on a fait dans ce gîte, où on était sur des chaises longues et on s'est reposé un peu, j'ai Mhm. trouvé qu'il y avait une ambiance, hein, dans cette marche Mhm. qui était super forte. Mhm. Où effectivement on marche, on est seul, et en même temps on s'arrête, on parle avec des gens, on échange. Mhm. Donc je trouvais que ça c'était assez riche. Et j'ai trouvé, pour revenir sur le bivouac, qu'en fait c'était intéressant de à la fois rencontrer ces gens-là et de prendre ce moment de partage, mais en même temps de garder notre objectif en tête, Mhm. et de continuer la marche en allant sur notre bivouac, qui a été rock'n'roll. C'est vrai. Et il a été rock'n'roll parce que du coup on a dormi sous pas une grange, un auvent agricole, on va dire, ouais, avec des tracteurs, etc. Et, Et parce que ouais, ils voulaient pas qu'on dorme sur leur champ. Et bon, après en soi c'était pas plus mal, ça nous a épargné la pluie pendant la nuit. Et bah, moi ça m'a fait une première, j'ai jamais dormi à côté de tracteur aussi. Et donc ouais, non, c'était assez folklore. Euh, Raconte-nous ce que tu as eu. Pourquoi tu participes à cette aventure? Raconte-nous ce que tu as eu. moi je participe parce que j'ai été diagnostiquée d'un cancer en 2022. Typiquement, il y a 2 ans, au mois d'août, hein, j'étais dans ma phase de doubler radiothérapie, chimiothérapie. Donc c'était quand même une phase qui était assez lourde. Moi j'ai eu une radio sur la partie pelvienne, donc j'ai eu des rayons du haut de la symphyse pubienne au haut de l'arrêt des fesses, donc toute cette zone-là qui a été irradiée, tous les tissus autour, musculaires, du bassin, etc., qui ont été irradiés. Ce qui fait que il y avait une dimension quand même un peu de challenge, parce que une fois qu'on sort de ces traitements, on a une perte de mobilité, une perte de mouvement, des problèmes de transit qui sont quand même assez importants. Donc partir comme ça en aventure, en bivouac, c'était l'opportunité pour moi finalement de reprendre confiance dans ce que j'étais capable de faire, pour me dire, voilà, on me remet le pied à l'étrier, et je vais être capable aussi moi finalement de bivouaquer par la suite, peut-être seule, hein, et puis ou peut-être d'embarquer des personnes avec moi par la suite. Donc Et quelles étaient les répercussions du traitement que tu as pu avoir
quelles ont été les principales contraintes là dans le bivouac? Dans l'aventure, c'était quoi le challenge? Alors, le premier challenge à la base, c'était déjà de me dire que j'ai travaillé pendant 18 mois sur mon périnée. Donc, j'ai fait plus de 50 séances de rééducation du périnée. Mhm. Ce qui est quand même déjà un premier challenge par rapport à un port de charge. Parce qu'il y a quand même un port de sac à dos de plus de 10 kilos sur les épaules. Ah, t'avais 12 kilos. Ouais. 12 kilos sur Ouais, le dos. voilà. Donc ça déjà c'est premier travail, être bien sûr que tout le plancher pelvien tient et voilà. Donc ça c'était un premier truc. Après j'ai aussi des problèmes musculaires et autres, donc de pouvoir un peu libérer mon bassin. Et puis le dernier c'était le problème des toilettes, où je savais pas du tout comment j'allais gérer la situation. Et ça s'est bien passé. Et ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Bon. Bien mieux que ce que j'imaginais. Même. J'étais partie avec un plan A, un plan B, un plan C pour pouvoir gérer quoi qu'il arrive. Bien sûr. Et en fait, j'ai finalement eu une marche quasiment normale, quoi. Donc, Ouais, c'est génial. une grosse. Je repars avec une super confiance en moi aussi, hein, parce que ça me permet Bien de sûr. montrer que mon corps est capable de faire un retour à la normale, quoi. Ah, et puis le fait d'être sur Compostelle aussi, ça aide aussi beaucoup, ça rassure aussi beaucoup dans le sens où on a traversé beaucoup de villages avec beaucoup de petits bistrots ou de machins où vraiment si c'était la galère, il y avait une alternative, peut-être pas forcément idéale, mais Il y avait une alternative, effectivement, et puis même hier soir quand on a dormi, alors, improbable les chiottes hier soir. les shots étaient improbables et je n'imaginais même pas être capable de traverser un hangar de nuit, à la tombée de la nuit, hein, pas au milieu de la nuit, avec ma frontale pour aller Ouais. dans des chiottes cabanes où il y avait une fenêtre, hein. Oui, c'est vrai. C'est quand même Chiottes de luxe. Chiottes original, agricoles de luxe. original de mettre une fenêtre dans des chiottes. Ouais, c'est C'est vrai. pas l'endroit où on met une fenêtre sans vitre. C'est vrai. Mais le challenge, en fait, c'est quand on a des rayons sur la partie du côlon, finalement, on a une irritation quasiment permanente de cette zone-là. Donc, ça donne un transit qui peut être quand même très fréquent. Et ça donne aussi, par moments, des irritations du côlon qui se matérialisent par un liquide qui ressemble à du blanc d'œuf qui se balade dans l'intestin. Et voilà, je défie quiconque de prendre un œuf, de prendre le blanc d'œuf, de serrer sa main et de garder le blanc d'œuf dans la main. C'est pas possible. Donc les risques que j'avais, c'était quand même cela, de me dire qu'à un moment donné, je pouvais me retrouver dans une situation qui est jamais, jamais confortable à vivre. Et ben non, en fait, tout s'est bien passé. Le format était parfait. Et du coup, quelle a été l'importance de l'activité physique dans tout ton traitement, tout le parcours de soins? Tu m'as dit que tu n'avais jamais arrêté l'activité physique, tu étais toujours très active. Est-ce que tu peux parler de ton état d'esprit pendant le parcours de soins? Qu'est-ce qui t'a poussé à continuer? Mais ce qui me semble déjà essentiel, c'est que la vie, c'est le mouvement. Donc déjà, en fait, dans ma tête, j'ai jamais été malade, hein. C'est quand même un peu dingue en ayant traversé toute cette épreuve. Ouais. Et pourquoi je me suis pas sentie malade dans ma tête? Parce qu'en fait, mon rythme de vie est resté sur des espèces de fondamentaux qu'on a quand on n'est pas malade. Donc typiquement, quand j'étais à l'hôpital, le matin, je sortais de mon lit, je m'habillais. Alors qu'effectivement, si on fait pas de sport, on va peut-être rester un peu à traîner dans son lit parce qu'on n'a pas grand-chose à faire à l'hôpital. Et effectivement, moi, je suis venue avec un tapis de gym en rouleau à l'hôpital. Et le matin, je passais de ma tenue de nuit à ma tenue de sport. Et je me mettais sur mon tapis. Alors, j'ai bien entendu adapté la gymnastique que je faisais sur tapis. Mais en état d'esprit, ça me mettait en mouvement, ça me permettait de continuer finalement à faire travailler mon corps. Et au moment où on me passait les trois chimios différentes qu'on me branchait, débranchait, etc. Et bien en fait, je me baladais avec ma perche dans l'hôpital parce j'étais dans un hôpital où un donateur a donné un tapis de course et un vélo. Et j'ai trouvé que c'était super. Donc j'ai voulu en profiter. Bon, j'ai dû apprendre à déloger le personnel médical parce qu'en fait le personnel médical, comme peu de patients l'utilisent, finalement s'était réapproprié la salle comme une espèce de salle un peu privée. Et voilà, je me suis dit non, j'ose les foutre dehors et puis je vais faire mes chimios alors je me mettais sur le tapis, j'ai pas couru, hein.
Je me mettais sur un tapis de marche et puis je me mettais un film sur ma tablette pendant que je marchais et je me disais, ben, finalement, je marche, je suis en mouvement, je suis en vie. Ben, ma tête finissait par oublier que j'étais dans un hôpital. Je pouvais même me laisser penser que j'étais dans un hôtel où on peut avoir une salle de sport. Alors effectivement, hein, il y a le rappel des bips hein, de la chimio. Il y a bon, le personnel qui a fini par savoir où me trouver quand il devait changer les trucs. Mais voilà, mais je trouvais que c'était un bon moyen de rester accroché à la vie et d'éliminer aussi une dimension de toxine qu'on peut mettre avec tous ces produits-là, quoi, qui sont quand même là pour nous sauver la vie et qui fonctionnent bien et c'était super, mais qui ont des effets secondaires. Donc j'ai essayé, en faisant du sport, de minimiser l'impact sur mes effets secondaires. D'accord. Et comment dire du coup, est-ce que tu peux parler un peu du type de cancer que tu as eu et du coup, tu as été la fondatrice d'une association. Donc, est-ce que tu peux parler en quelques mots aussi du type de Oui. cancer et du coup, comment tu en es venu à créer ton association? En fait, j'ai été touchée par un cancer HPV. Alors le HPV, on en parle d'un point de vue gynécologique. Donc je connaissais le HPV, j'avais fait un suivi gynécologique. Mais jusqu'à être diagnostiquée, je pensais que le HPV était un cancer féminin et un cancer du col. Et en fait, moi, j'ai découvert que ce n'était pas qu'un cancer féminin, c'est un cancer qui peut toucher les hommes et les femmes, et que ce n'est pas qu'un cancer du col, et ça touche d'autres zones. Et moi, j'ai été touchée par une tumeur au niveau de l'anus, donc du canal anal, et j'avais une tumeur, comme il n'y a pas de dépistage sur cette zone-là, j'avais une tumeur qui était déjà à 5 cm avec un cancer qui était classé T4. Et donc, automatiquement, un traitement lourd par rapport à ce cancer-là. Et automatiquement, des risques de séquelles de type stomie qui étaient quand même assez élevés. Donc, assez vite, j'ai fini par me poser quand même des questions, parce que assumer un cancer, c'est déjà assez difficile. Mais quand on en vient à parler de il est où ton cancer, c'est relativement compliqué de parler de cette zone-là. En tout cas, c'est pas spontané, il faut faire un travail sur soi pour arriver à en parler. Et j'ai lu tellement de choses stigmatisantes que je me suis dit, ben non, en fait, je crois qu'on est à une époque où on a le droit de parler, il faut libérer la parole. Donc ben finalement, ça a été aussi un fil rouge à partir de ma première hospitalisation. Je suis venue avec cette idée de j'allais monter une association pour parler de ça. Ah, tu as monté l'association depuis ton lit d'hôpital. Et j'ai monté l'association dès ma première hospitalisation pour ma première phase de chimio, à l'aide d'un ami qui m'a fait un logo, a répondu du tac au tac pour m'apporter son soutien. Et puis après, je me suis dit, ben, en fait, il m'a apporté son aide, je vais pas laisser ce logo tout seul. Et puis, ça a été. Voilà. Et puis, derrière, j'ai rencontré d'autres associations qui travaillent sur le HPV. Et puis, ça a été porteur. Et effectivement, voilà, l'association a maintenant 2 ans. Progressivement, j'avance dans le fait que je spécialise l'association vraiment sur l'organe qui est l'anus, parce qu'il n'y avait aucune association qui traitait de cet organe et que ça reste un organe qui est particulièrement tabou, pas montré. Et qui dit pas montré, dit pas de dépistage, pas de prévention. Et donc, ça touche quand même 2000 personnes par an. Donc, il y a quand même des choses à faire pour finalement avoir moins de personnes touchées et que les personnes qui, hélas, sont touchées, ben, n'aient pas une double peine quoi, ouais, bien sûr. dans l'état d'esprit. Et d'où le nom de l'association No Tabou. Exactement, c'est comme ça que le concept No Tabou est. Et le fait de monter une asso, ben, finalement, ça donne beaucoup de sens. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé personnellement dans mon parcours de malade. Et c'est aussi pour ça que je dis que je ne me suis pas sentie malade. Et je pense, et j'ai beaucoup aimé ton projet, parce que je pense que c'est important de parler du sport, pas qu'en prévention des cancers, mais bien pendant et après. Comme je pense qu'il faut effectivement arriver à parler du cancer autrement qu'à travers des histoires qui sont souvent des histoires difficiles. Il faut essayer aussi de parler de belles histoires, parce qu'il y en a quand même, c'est pas toujours fréquent. Ouais, mais... et puis c'est une question d'approche aussi, je pense, parce que toi, si tu m'as raconté ton témoignage, on s'est parlé, je veux dire, le même témoignage qu'on fait là actuellement, si tu parles en détail de tout le traitement que tu as eu, etc., c'est un témoignage qui est très très difficile aussi. Donc le but de l'aventure, c'est effectivement de changer l'approche, mais faut pas, mais c'est pas pour autant le point de vue naïf, c'est-à-dire que enfin,
pour ceux qui survivent à ça, parce que vous êtes des survivants, voilà, et pour ceux qui résistent et pour ceux qui endurent ça, c'est quand même putain de dur, quoi. Et c'est pour ça que votre tempérament, il est quand même, enfin, le fait d'aller en chimio, d'aller marcher, de machin et tout, enfin, je veux dire, c'est quand même quelque chose, enfin, de super, je veux dire inspirant, mais ça paraît, c'est un mot très bateau, mais ouais, enfin, c'est d'une force vraiment sans nom, quoi. Mais, Donc, mais je pense, tu vois, aussi à travers de ta démarche, qu'en changeant l'œil sur les malades, ouais, en disant, ben voilà, sur l'aventure, t'embarques quand même différents malades avec différents profils, et en fait, on révèle tous des capacités à faire des choses. En fait, ah ouais, ça c'est sûr. Ah, bien sûr. c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'a plus de capacités. Il faut continuer à croire en soi parce qu'il y a aussi une dimension qui peut être perte de confiance, Mhm. dévalorisation à travers le cancer. Et garder sa confiance, c'est garder sa force. Donc Bien ça sûr. permet de mieux lutter contre la maladie. Et je pense que même au niveau de l'hôpital et autres, il y a peut-être des choses à penser pour pas forcément mettre toujours les malades en situation de statique. Mhm. Où ben, en fait, quand on est statique, qu'est-ce qui prime? C'est la pensée Mhm. qui prend la place sur tout le Bien sûr. reste. Et donc, c'est un terreau pour gamberger sur ce qui nous arrive, quoi. Bien sûr. Alors que finalement, faire un peu d'activité sans non plus se mettre en danger et se fragiliser, Donc, mais pas ça, seul idéalement, voilà, pas seul en avec des étant accompagné, professionnels. c'est ça qu'il faudrait monter. C'est vraiment Bien des sûr. choses avec des professionnels qui permettent de doser les choses, mais qui font que le patient, sur une journée où il est malade, finalement, eh ben, le temps où il pense à sa maladie, finalement, c'est pas 100% du Ouais. temps. Et il y a d'autres choses. Et, voilà. Et on fait de l'art-thérapie maintenant dans les hôpitaux. Mhm. Et c'est bien que ça soit rentré. Mais c'est vrai que sur le sport, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire pour casser un peu les codes. Ah ouais, déjà, si on comprenait le sens du mot EAPA, enfin de l'acronyme EAPA, donc enseignant en activité physique adaptée, et leur importance, que même les professionnels de santé, les médecins ont du mal ils ont du mal à différencier EAPA et kiné, par exemple, ce que je trouve aberrant. Euh, c'est vrai que euh, on a tendance à dire ouais faites du sport, mais enfin faites du sport c'est juste non c'est pas faites du sport, faites de l'activité physique, bougez idéalement avec des gens ou dans des associations. C'est pour ça que bah, du coup c'est super important le fait de pas se sentir seul, on en revient tout le temps à ce truc là, et le fait de bouger ensemble, et ben ça, ce sentiment d'isolement tu l'as moins en plus, et puis le bref moment où tu le fais ça te fait penser à autre chose entre guillemets comme tu dis. Et puis tu vois, moi, un truc qui m'a aussi choqué à l'hôpital, c'est que dans un des protocoles de ma chimie, il y en avait un qui pouvait atteindre l'audition. Ok. Donc on te fait un test d'audition au début pour pouvoir avoir un marqueur de quel est ton niveau d'audition avant de te faire un test à la fin pour savoir s'il y a eu un impact. Et ben, je commençais mon traitement. Il y a un ambulancier, un mec qui est venu alors que c'était à l'autre bout de l'hôpital, c'était le même Mmh. hôpital, qui est venu me chercher avec un fauteuil roulant, quoi. Mmh. Et le gars, une fois qu'il est là, c'est compliqué de lui dire, ben, en fait, t'es gentil, mais je vais marcher, je vais pas Mmh. y aller dans le fauteuil. Mais en gros, je me suis dit, en fait, on est en train de te mettre dans une situation où Mmh. on réduit ta propre capacité. Tu as des moments où c'est très dur, effectivement. Ah, c'est peut-être pour prévenir ça aussi, quoi. C'est pour prévenir ça, mais je trouve que le dosage je pense qu'il faut donner La possibilité. la voix au patient. Ouais. Je pense que le patient, il faut le responsabiliser. On ne doit pas être finalement passif de cette maladie. Cette maladie, elle arrive à soi, c'est sa propre histoire. Ouais. Donc je pense qu'il faut être acteur, faut exprimer ce qu'on ressent, il faut être capable de dire quand on n'est pas bien et demander de l'aide. Et là, je pense qu'il y a plein de choses à faire pour aider parce que typiquement, quand on veut demander une reconnaissance de handicap, ça prend des mois, alors que finalement, quand on sort d'une phase de chimio, ou qu'on est dans une phase de chimio Mmh. et qu'on doit aller faire toutes les semaines des prises de sang, on aimerait bien avoir un coup de fil pour aller faire sa prise de sang et pas se retrouver. Moi, c'était dans les périodes Covid où on faisait la queue là, pendant des labos et on tient pas sur ses jambes et là, on n'a pas de reconnaissance. Donc là, ça paraît dingue. On nous aide pas du tout. Et à côté de ça, pour un truc où on a la capacité, quelque part, c'est un peu comme si on nous infantilise. Mmh. Voilà. Donc je pense que c'est important que le patient puisse dire et qu'on puisse lui faire confiance de s'exprimer en disant là, ça, j'arrive à gérer.
Si j'ai besoin, je vous dis, mais j'arrive à gérer. Et là, bah non, j'ai besoin d'aide et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, quoi. Eh ben, sacré tempérament, ma chère Laure. Et, écoute, en tout cas, belle aventure. Merci à toi. Et, C'est toi qui l'as fait, hein. ouais, c'est toi qui as porté ce projet. C'est un grand merci parce que c'est une super opportunité que tu donnes pour nous de vivre cette aventure. Et puis c'est une belle rencontre. Ouais. C'est une super personnalité. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié l'échange et je trouve que tu donnes beaucoup de toi avec chacun d'entre nous. Et puis le collectif aussi avec ce WhatsApp. C'était très, très chouette de découvrir les histoires des uns et des autres. Et puis, voilà, il y a un truc que j'aime bien dans ta personnalité, c'est que il y a un côté avec encore pas mal de simplicité, de naïveté et de fraîcheur, tout en étant super mature. Ah ouais, ça me fait plaisir. Je préfère le côté super mature. C'est l'équilibre des deux que je trouve qui est chouette et une maturité que voilà, Merci, à c'est ton gentil, âge ça me touche. voilà, qui est rare. Donc, Ça me touche franchement, beaucoup. Bon. Écoute, moi j'ai lancé une idée. Après, je sais pas si Oui, cette oula. idée. On attend que l'aventure soit finie, que le documentaire soit fait. Bon, Et on en on reparlera en reparle peut-être. après. Ouais. Bon, et ben voilà. Merci ma chère Laure. Eh ben, Vraiment. merci beaucoup, franchement, super. Ciao.